très content de me trouver vraiment au volant de cette R8 Gordini qui a été toute ma jeunesse et aussi le début de ma carrière sportive à haut niveau en tant que pilote officiel de Renault. Et je pense que la régie Renault avait excessivement bien joué en présentant cette voiture, car elle a été le jouet, si je puis dire, de toute une génération de pilotes, aussi bien en rallye qu'en circuit. C'est une voiture qui a un équilibre, a une joie de vivre que les voitures d'aujourd'hui n'ont plus, parce qu'on n'a plus que des tractions avant, les propulsions ont disparu, pour ainsi dire. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment l'expression totale du pilotage, de l'équilibre de la voiture et de la joie de conduire. Voilà la première photo qui avait été faite de la R8 Gordini 1100. Ça a été fait au bois de Boulogne avec des mannequins et moi-même. Comme je devais courir le Tour de Corse pour la régie, il m'avait demandé de faire cette photo. Et sur cette photo apparaît aussi ma future femme qui est sur ce cliché. Et ce cliché a donné la première page de Sport Auto qu'on voit ici, avec le même cliché que vous venez de voir. C'était la présentation de la R8 Gordini 1100 pour le salon 1964. Et pour la petite histoire, c'est la première fois que vous étiez à son volant. Exact. Je n'avais jamais roulé avec la R8 Gordini. J'ai roulé avec cette voiture pour venir de Boulogne-Billancourt au bois de Boulogne. Quel a été le rôle de Gordini, son apport technique pour la réalisation de cette voiture ? Eh bien, je crois qu'il a apporté beaucoup de choses. Il en a apporté depuis déjà un certain temps à Renault avec la création de 2 modèles Dauphine Gordini. Mais là, il fallait aller plus loin et à la demande de la régie Renault qui voulait avoir une auto toujours dans le même esprit d'une voiture de grande diffusion devenant une voiture de compétition performante. Et là, Gordini dans le domaine du moteur, fait éclater son talent en utilisant des dessins de ses anciens moteurs de Formule 1 quand il courait avec les Simca Gordini. Cette culasse qu'il avait sur les Simca a été redessinée, bien entendu, adaptée pour le bloc de la R8 pour en faire la R8 Gordini 1100, puis après la R8 Gordini 1300. Alors pour Amédée Gordini, hip hip hip, hip hip hip, Nous arrivons donc à la première victoire de la R8 Gordini en rallye. Et cette voiture, c'est vous qui l'aviez pilotée. Alors comment ça s'était passé ? J'ai eu une voiture avec Roger Masson qui était mon coéquipier. Et j'ai donc participé à ce Tour de Corse qui était un Tour de Corse assez exceptionnel au point de vue climatique parce que c'était la tempête, ça se déroulait au mois de novembre. Et il y avait du brouillard, même de la neige dans les cols, les châtaignes. Tout ça faisait que la route était extrêmement difficile. Ici, ça donne bien l'ambiance de ce mois de novembre en Corse avec les parapluies et la pluie. Là, on se trouve certainement dans les calanques du côté de Piana, entre Piana et Porto, avec cette petite route en corniche, avec ces flaques d'eau, ces difficultés habituelles aux routes corses. Par prudence, on mettait les casques qui n'étaient pas systématiquement obligatoires à l'époque. Et donc c'était la première fois que vous pilotiez une R8 Gordini. Comme Renault sortait au salon de l'automobile du mois d'octobre 64 la R8 Gordini, et bien tout de suite dans la foulée, le service compétition a voulu impliquer des voitures dans le Tour de Corse qui était une épreuve et qui est toujours une épreuve phare. Donc la régie Renault avait voulu marquer de son empreinte cette compétition et la sortie de cette voiture. Nous sommes à l'arrivée à Bastia avec, disons, le président de la fédération de l'époque, Toto Roche, monsieur Renard de Shell, Pierre Abou de l'équipe, Bob Sicot de Renault, et c'est vraiment le moment
sympathique où on sait que l'on a gagné. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de gagner un Tour de Corse. Et ça marque dans la vie d'un pilote. Ici, c'est une photo que m'a remis Amédée Gordini, qui était un ami de mes parents, mais qui, ce jour-là, était très heureux qu'une voiture portant son nom gagne une épreuve aussi exceptionnelle. Donc ça, c'était le point final de cette belle course. Vous avez été le premier pilote professionnel payé en tant que tel par la Régie Renault. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'est tout simple, c'est un enchaînement de faits comme d'habitude. Après avoir gagné la Corse, l'année d'après, j'ai couru pour Renault dans différentes compétitions, que ce soit Charbonnières ou Coupe des Alpes, Tour de Corse et d'autres épreuves, tout en courant en parallèle avec Alpine. Et à la fin de l'année, 1965, Renault a tenu à avoir un pilote à part entière qui puisse défendre ses couleurs, aller dans certaines manifestations, et a décidé de m'engager comme pilote payé, salarié, en tant que cadre hors catégorie, comme le justifie cette magnifique carte d'époque, qui est la carte de cadre de la Régie Renault avec ma photo, pour le 1er janvier 1966. Et donc j'ai continué à courir pour Renault et pour Alpine jusqu'en 1971. Nous arrivons donc à la présentation donc, de la R8 Gordini 1300. Alors là, vous avez été mise à contribution pour cette présentation. Effectivement, avec Yves Blin, qui était le responsable de la presse pour la présentation de la Gordini 1300, il a mis à contribution son pilote officiel et le futur pilote officiel qui était Jean-François Piot. Donc sur la couverture, c'est Jean-François Piot qui pilote ses voitures et moi qui suis passager. Donc là, il y avait la présentation de la voiture, un certain nombre d'infos techniques. Nous avons été sur un circuit de kart pour faire des photos assez exceptionnelles de tenue de route de la voiture. Ici, vous voyez, c'est Jean-François Piot qui est passager et moi qui conduis. Et vous voyez l'appui de la voiture qui prouve quand même les performances de tenue de route de cette voiture. Ici, une belle glissade de la voiture des 4 roues qui prouve bien qu'on peut faire des choses formidables avec cette voiture. Et là, on arrive dans le dossier presse, les deux pilotes devant la R8, Jean-François Piot et moi-même, l'éclaté de la voiture complète, et ici, la coupe de la boîte 5 vitesses qui équipait la R8 1300. Il y a même le catalogue de présentation, le catalogue commercial de la voiture en couleur, qui était vraiment l'avènement d'une voiture extrêmement performante et agréable à conduire. Voici les deux modèles de R8 Gordini qui ont bercé la jeunesse de beaucoup de sportifs. Ici, vous avez le modèle 1100 cm3, 1108 très exactement, sorti en 1964, qui a participé pour la première fois et qui a gagné le Tour de Corse 64. Et 1965, ça a été l'évolution de cette voiture pour arriver en 1966 au modèle de la 1300, 1255 cm3 exactement, avec un certain nombre d'améliorations.
Celle que l'on peut voir de face, c'est tout de suite la calandre 4 phares, avec en dessous les petites aérations pour ventiler les freins. Mais tout l'intérêt de cette voiture est situé à l'arrière. Le moteur 1300 cm, 1300, mais 1255, alimenté par des carburateurs Weber au lieu des carburateurs Solex. Un alternateur, ça c'est pour la partie arrière. La partie avant, il y avait à l'intérieur du coffre un réservoir supplémentaire pour alimenter le moteur qui consommait un petit peu plus, avec à l'intérieur de la voiture un inverseur pour balancer sur le réservoir avant ou sur le réservoir arrière, un tableau de bord plus complet avec un inverseur pour avoir les niveaux d'essence avant et arrière, une pression d'huile, et puis un volant spécial qui était plus sportif que la version d'origine. Ça faisait la grosse différence des deux voitures. Le magicien lui a laissé son nom. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture pour tous. Ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Cela commence par un coup de baguette magique sur la mécanique Renault de tous les jours. Un robuste moteur construit par centaines de milliers. L'enchanteur, c'est Amédée Gordini, éternel amoureux de mécanique, toujours à la recherche de performance. En 1957, Gordini avait déjà ensorcelé le moteur Dauphine. Quelques années après, ce fut le tour du moteur Renault 8, un 4 cylindres porté successivement à 1100 puis à 1300 cm3. Jeune divinité des temps modernes, la vitesse imprègne la vie quotidienne et fascine l'homme dès ses débuts dans le monde mécanique. Ce moteur est équipé d'un vilebrequin à 5 paliers, d'une culasse à chambre de combustion hémisphérique à 2 soupapes par cylindre, alimenté par 2 doubles corps horizontaux Weber 40 DCOE, la puissance maximale à 6750 tours et de 103 chevaux SAE. La boîte de vitesse est à 5 rapports, tous synchronisés. La suspension à 4 roues indépendantes, à 2 amortisseurs à l'avant et 4 à l'arrière. Direction à crémaillère, frein à disque sur les 4 roues. Les performances sont vitesse maximum 175 km/h, le kilomètre départ arrêté en 31 secondes 9, de 0 à 100 en moins de 12 secondes. Alors là, je crois que nous sommes en 68 et ça doit être le circuit d'Agadir. Exactement, et ça c'est Agadir après un rallye du Maroc que je devais théoriquement, avec les performances de la voiture, gagner. Pour un problème de filtre à air mal résolu. Le moteur a rendu l'âme, disons, pas très loin de l'arrivée. Et bon, c'est Jean-Pierre Nicolas qui a gagné avec une voiture préparée en groupe 2 à l'époque, qui a gagné le rallye avec beaucoup de panache d'ailleurs, et il avait fait une très bonne chose. Et mai 68 étant arrivé, nous sommes restés bloqués au Maroc. Et les mécaniciens qui étaient aussi bloqués m'ont refait la voiture que j'avais pour le rallye du Maroc, m'en ont fait un proto pour courir le Grand Prix d'Agadir. Et j'ai donc gagné avec ce proto aluminium, puisque c'était une voiture extrêmement légère, avec des ailes, des portes, des capots en aluminium. Et j'ai donc gagné le Grand Prix d'Agadir avec cette R8 prototype.
Donc là, on retrouve aussi la polyvalence de l'R8, capable de faire donc le rallye du Maroc, d'aller sur les routes des coupes de la Coupe des Alpes ou du Monte-Carlo, et puis de s'illustrer sur circuit. Ah, tout à fait. La R8 était une voiture, à mon avis, révolutionnaire pour l'époque. C'était une des rares voitures qui pouvait faire la carrière qu'elle a fait. La voiture, quand elle est sortie, était une des voitures les plus performantes de nos routes françaises. Bon, il y avait des voitures d'exception, bien entendu, mais d'une voiture de production, avoir tiré ce qu'Amédée Gordini avait réussi à faire, plus bien entendu la régie Renault à l'époque et ses services techniques qui avaient développé le châssis et l'ensemble de la voiture, mais c'était une voiture formidable. Là, on voit un des moments de détente avec deux équipages mixtes, c'est-à-dire monsieur et madame Piot et monsieur et madame Vinatier. Mais on s'entendait, vous voyez, très bien, on faisait les reconnaissances ensemble, avec deux Gordini. Pour le rallye des Fleurs, qui était l'ancien, ça c'est les Fleurs, c'est la base du rallye de San Remo. Et on était restés 3 semaines ensemble à parcourir toutes les routes. Alors on a l'impression que vous procédiez à des essais, non? Oui, là peut-être qu'à un moment on essayait de faire un passage un peu plus musclé et on couvrait un petit peu l'autre voiture qui faisait l'essai pour voir comment ça passerait. Vous voyez un petit peu les routes. Là c'était des essais, c'était plus le rallye des Fleurs. On avait été faire avec Jacques Ferret des essais de pneus comme on peut voir, des essais de bonne tenue de la voiture, comme vous pouvez vous en apercevoir. La voiture n'a pas résisté, le pare-brise arrière a sauté parce que les voitures n'étaient pas assez rigides. Et donc ça nous a amené à faire des modifications pour pouvoir avoir des voitures performantes et fiables. Ça, c'est Jacques Ferret, qui était le directeur de la compétition Renault, à partir de 1965, Jean-François Piot. Ça, c'est des bons souvenirs, tout ça, parce que là, on se rappelle de cette grande famille. Alors justement, là on voit quelques images de repérage dans la neige. Tout à fait, ça c'est le Turini si je me souviens bien. Ça ressemble tout à fait à ça avec une R8 Gordini. Parce que même si à un moment j'ai couru avec Alpine, avec des Alpines plus exactement, on reconnaissait souvent R8 Gordini parce que c'était plus facile de se déplacer avec une R8 quand nous partions pour un certain nombre de jours en reconnaissance pour emmener de nos affaires personnelles, des pneus de secours et un petit peu de matériel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un service technique qui nous suivait pour s'occuper de nos voitures et faire la mécanique. On devait se débrouiller un peu tout seul. Et là, on se trouve en haut du Turini, à l'auberge où toute l'équipe alpine descendait. Et bon, avant d'aller reconnaître ou avant d'aller faire un parcours routier, eh bien, on change les pneus, on change les plaquettes, on fait un petit entretien de la voiture tout seul parce que les mécanos, il n'y en a pas. Vous aviez un surnom à l'époque, l'homme des tempêtes, parce que oui. vous aviez le talent de pouvoir affronter des conditions météorologiques exécrables et de vous en sortir toujours facilement. Mais disons qu'effectivement, par exemple, les rallyes comme le Tour de Corse ou Charbonnières, avec la R8 Gordini, se sont déroulés vraiment dans des conditions très très dures, de tempête, de brouillard, de pluie. Donc c'était extrêmement difficile. Bon, j'ai gagné la Corse, j'ai gagné Charbonnières dans des conditions difficiles. Donc ça a amené un petit peu ce surnom. Et je dois dire que quand la météo était très mauvaise, ça me motivait un peu plus parce que je savais que je pouvais faire quelque chose pendant que les autres baisseraient plus les bras. Là, on a un petit balai des voitures en reconnaissance d'un Monte-Carlo au Turini avec Alpine et R8. De temps en temps, on avait aussi des berlinettes. Mais enfin, vous voyez qu'une berlinette et une R8 cohabitent très bien. C'est vraiment la même conception de voiture.
Hein, d'abord, ce sont les mêmes trains avant et les mêmes trains arrière. Il n'y a que le profil de la voiture, le centre de gravité et l'aérodynamique qui ont joué et le poids de la voiture. Mais bien que la R8 soit très légère, et je pense qu'une R8 aluminium était beaucoup plus légère même qu'une berlinette. Le gros avantage de la R8, c'était sa visibilité quand il faisait mauvais. Il est un fait que, par exemple, j'ai fait la Corse sous une pluie invraisemblable, dans du brouillard et tout, avec un pare-brise presque vertical, on voit beaucoup mieux qu'avec une berlinette, avec un pare-brise incliné. Est-ce que c'était une voiture bruyante? Non, pas très bruyante. Disons qu'on a eu des fois des protos, entre guillemets, bruyants, parce que les voitures étaient totalement dégarnies de leur ciel de toit, des garnitures de porte, des insonorisants, des tapis. Donc là, c'est sûr qu'il y avait du bruit, mais c'était des voitures de course, avec un moteur compétition et avec un échappement un peu libre. Mais les voitures Gordini R8 qui nous servaient en reconnaissance, c'était des voitures qui n'étaient pas très bruyantes, qui nous permettaient de pouvoir dicter les notes et écouter les notes, les corriger de façon plus simple que dans une voiture trop bruyante. Alors là, nous voyons une super partie de boule de neige et on retrouve tous les mousquetaires. Tout à fait, issus de la filière R8. Renault, oui, tout à fait. Jean-Claude Andreuet avec des moustaches. Moi, bien entendu. Il y avait Jean-Pierre Nicolas tout à l'heure, puis Jean-François Piot. C'était quelques bons moments comme ça, vous voyez. Ça, c'était les moments de jour. Et puis, il y avait les moments le soir dans les restaurants où on passait des bonnes soirées avant d'aller reconnaître, parce que à l'époque, moi je sais que personnellement, mon véritable travail commençait après le repas, et pour aller reconnaître un peu vite, je dois dire, mais c'était le seul moyen de faire quelque chose, les étapes spéciales, et jamais je me couchais avant 4h ou 5h du matin. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal après à me remettre dans la cadence normale de la vie normale. Gordini, ça se conduit du bout des doigts et avec les fesses. C'est-à-dire qu'on ressent exactement ce qui se passe et on compense aussi bien du volant, une fois qu'on a placé les trains avant, et après à l'accélération. Le train arrière s'enroule autour du train avant. Avec une Gordini, on peut éventuellement, bien entendu, faire des têtes à queue, mais sortir tout droit, c'est extrêmement rare. La conduite d'une voiture à propulsion et un moteur en porte-à-faux est un régal parce que c'est un équilibre. Et on est toujours sur cette trajectoire en équilibre et on arrive à glisser la voiture exactement où on veut. Alors cette fameuse courbe qui resserre un peu, il faut vous rentrer tard dedans, tenir la voiture, là on glisse. Si on freine, on fait 4-2 pour gagner du temps et on balance. On rentre le nez de la voiture et après, avec le volant et l'accélération, on guide la voiture et on débraque à la sortie. Dans le domaine des rallyes, la R8 a été, disons, le détonateur. Après ça, Alpine est venu et a continué pour arriver au championnat du monde en 1973. Et la R8 a créé un vivier de pilotes grâce à la Coupe Gordini en circuit. Donc on a eu vraiment là un éventail extraordinaire des qualités de cette mécanique. C'est la voiture d'une génération. Je pense que les gens qui ont fait la Coupe Gordini, qui ont fait des rallyes à l'époque, sont marqués à vie par cette mécanique. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui a
participer à des beaux rallyes de l'époque, des Monte-Carlo, des Coupes des Alpes ou autres, ou la Coupe Gordini. Tout le monde en parle avec émotion parce que c'était un temps extraordinaire. C'était le temps des copains, c'était le temps du plaisir de conduire, de participer.